Clean code par-ci, clean code par-là, en vrai, on n'en sait rien quand on fait vraiment du clean code. Il n'y a pas de métrique, etc. Par contre, ce qu'on sait, dont on peut être sûr, c'est quand on fait du code dégueulasse, et ben ça se voit tout de suite. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Pour faire du clean code, on a 5 principes. 5 principes que je vais essayer de vous expliquer rapidement dans cette vidéo. Si votre classe ou votre fonction faut un peu la voir comme un colocataire, si elle fait la vaisselle, elle sort les poubelles, elle fait à manger, etc., et ben votre colocataire va tout simplement péter un câble et la coloc ne va pas marcher. Et ben c'est pareil en code. Si on donne des micro-tâches et des petites tâches à chaque personne, et bien on va savoir tout de suite qui n'a pas sorti les poubelles. Et là, c'est très très agréable dans la vie de développeur de savoir quelle fonction a bugué lorsqu'il y a un bug. On identifie tout de suite là où notre code a un problème. On a ici une classe Data Handler. Tout simplement, elle récupère un JSON, elle le parse et elle l'envoie dans une database. Problème qui nous met la puce à l'oreille, il y a le mot et. Elle parse le JSON et elle envoie en base. Deux responsabilités, mauvais exemple. Donc comment on fait pour respecter le single responsibility? C'est très simple, on va créer tout simplement deux objets ou deux fonctions à part qui ont qu'une seule responsabilité. Tout simplement, donc pour le parsage de JSON, on va faire un objet ou une fonction qui parse le JSON. Et pour écrire en base, on va tout simplement faire un objet database saver qui s'occupe de la responsabilité d'écrire en base. Et là, on a du code qui respecte le single responsibility principle. On va pas se mentir, le S de Solid, le single responsibility, c'est le plus important. C'est l'attaquant vedette, c'est le joueur le plus important des principes. On s'en fout des 4 autres, vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo, là, je vous dis la vérité. Parce que si vous comprenez le S, le single responsibility, limite, vous avez tout compris du clean code pour moi. Et ça, je vais vous expliquer pour 5 raisons. Premier avantage, évidemment, c'est la lisibilité de notre code dans le clean code. Si chaque classe ou si chaque fonction n'a qu'une seule responsabilité, il est facile de comprendre son objectif, à quoi elle sert, quel est son but, sans se perdre forcément dans des détails non pertinents. Et ça réduit la complexité cognitive pour le développeur qui arrive sur notre code. Deuxième avantage, la facilité de maintenance. Si une classe ou une fonction a une seule responsabilité, il est beaucoup plus simple de la modifier sans impacter autre chose accidentellement, tout simplement. Par exemple, si là on avait une classe qui gérait à la fois la connexion d'une base de données et le parsing d'un JSON, et changer un aspect de la connexion ne devrait pas avoir un impact sur le parsing des JSON. Et c'est ce qu'on a fait en séparant ces deux responsabilités, en créant deux objets différents. Troisième avantage, la réutilisabilité du code. Une classe qui fait qu'une seule chose et qui le fait bien, eh bien, il y a des grandes chances qu'elle soit facilement réutilisable dans d'autres projets, dans d'autres contextes, tout au long de notre carrière. Et ça, c'est très agréable. Ça nous conduit à avoir un code vraiment modulaire, un peu comme des Lego, et à avoir des fonctions, des objets très génériques qui vont nous être utiles tout au long de notre carrière. Quatrième avantage, la testabilité. Avec une responsabilité unique, les classes et les fonctions sont évidemment très faciles à tester. Et du coup, on peut créer des tests unitaires ciblés sans avoir à faire des configs incroyables. Et ça rend les tests vraiment fiables et réduit les risques de bugs. Sur le TDD, c'est un truc que je conseille évidemment dans le clean code, c'est très lié. Si vous êtes intéressé par le TDD, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je peux vous faire une petite vidéo. Cinquième avantage, la gestion du changement. Lorsqu'une fonction ou une classe du coup fait qu'une seule chose, un changement dans cette responsabilité est tout simplement localisé. Et là du coup on ne va pas risquer de casser du code qui se trouve en dehors de cette responsabilité. Et on est encore une fois serein. Ça conduit vraiment à une meilleure isolation des changements et ça réduit le risque de régression, d'introduction de bugs. Par exemple, si les poubelles ne sont plus au rez-de-chaussée mais au sous-sol, et notre colocataire qui sort les poubelles, on a juste à le modifier pour qu'il aille au sous-sol et ça n'aura pas d'impact sur notre colocataire qui s'occupe du lave-vaisselle. Open Close, le O de Solid, le deuxième principe, votre code il doit être ouvert à l'extension mais fermé à la modification. J'ai déjà fait un peu une vidéo là-dessus sur le polymorphisme et comment coder sans if. Je vous conseille de la regarder si vous voulez vraiment un exemple concret sur ce principe. Il est très bien expliqué dans cette vidéo, d'après moi, d'après mon humble avis. Ici à gauche, on a vraiment du code qui ne respecte pas le principe open close. Pourquoi? Parce qu'on a une classe qui envoie les notifications et qui a une méthode send pour les emails et les SMS. Sauf que si demain je veux ajouter des notifications par push par exemple, je vais devoir modifier cette fonction qui est vraiment en prod, qui est la fonction mère, la classe importante qui est dans le main. À droite, on va avoir du code open close qui va respecter ce principe puisqu'on a une classe abstraite notification qui est une méthode send et en dessous des sous-classes par email, par SMS et par push qui vont hériter de notifications et du coup de la méthode send. Et du coup, notre classe aujourd'hui notification sender qui prend une notification en input et qui a une méthode send, elle, son boulot, c'est juste d'appeler la méthode send de la notification adéquate. Et ça rend notre code extensible. Par exemple, si demain un développeur veut ajouter une notification par pigeon voyageur, il a juste à créer une classe pigeon notification
qui a une méthode send, qui hérite de notification, et notre code qui est vraiment en prod, notre fonction mère, on ne l'a pas modifié. C'est toujours le même code, mais on a facilement ajouté la possibilité d'envoyer des messages par pigeon voyageur. Le principe de substitution de Liskov, c'est très simple, il stipule que les objets d'une classe dérivée doivent pouvoir être substitués aux objets de la classe de base sans altérer le comportement d'un programme. Voilà, personne n'a jamais compris à cette phrase, mais en gros, je vous la résume, si ça marche avec la classe parent, ça doit marcher avec la classe enfant. À quoi ça ressemble dans la vraie vie? Très simple. Un exemple concret, je vais vous le donner. On a tous chez nous, je pense, des prises électriques. En tout cas, je vous conseille d'avoir des prises électriques parce que c'est très utile à la maison. Et n'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu as des prises électriques, ça nous fait vraiment un point commun. On est d'accord, sur chacune de ces prises électriques, y brancher un chargeur de téléphone, une lampe ou un grippin. Et la prise, elle ne devrait pas se soucier de ce qu'on y branche dessus, tant que l'appareil, il est compatible. Et si tout à coup on branche un appareil et que ça fait sauter les plombs, c'est là qu'on a un problème de substitution. Et bien c'est exactement pareil dans le code. Et je vais vous montrer un exemple avec les animaux. Supposons qu'on a une classe de base oiseau qui hérite de animal et qui a une méthode se déplacer. On veut faire une fonction faire voler qui prend tous les oiseaux et qui appelle la méthode se déplacer. Donc les oiseaux volent, on est d'accord. Un aigle est un oiseau. Moi je suis d'accord, c'est vrai, un aigle ça vole. Par contre, un pingouin, c'est un oiseau, mais il ne vole pas. Il nage ou il marche. C'est ça la vérité. Donc quand on va appeler faire voler, on va introduire une surprise, un problème. Et c'est ici qu'on ne respecte pas le principe de Liskov. L'aigle respecte le principe de Liskov parce qu'il a le comportement de sa classe mère, mais le pingouin, non. Donc ça crée des surprises. Comment on fait pour respecter le principe de Liskov? Évidemment, on va créer une interface oiseau volant et oiseau non volant qui ont eux-mêmes leur méthode vol pour les oiseaux volants, marche ou nage pour les oiseaux non volants. Et dans ce cas-là, on a vraiment un pingouin qui est un oiseau non volant, tout simplement. Et du coup, notre méthode faire voler, notre fonction faire voler de base, ici, on n'aura plus de surprise parce que l'animal qu'elle prend est un oiseau volant. Donc, elle va vraiment faire voler. Donc voilà, j'espère que c'est clair, mais en gros, le principe de Liskov, c'est vraiment l'idée de faire attention avec l'héritage et de concevoir des classes de manière à ce que toutes les sous-classes soient cohérentes avec le comportement de la classe mère, sans introduire de surprises comme là, il y a des oiseaux qui ne volent pas. Le principe de ségrégation des interfaces, le I de solide, c'est tout simplement le syndrome du couteau suisse. J'ai envie de vous dire, c'est dans la vraie vie, c'est imaginez vous allez vous inscrire à un club de sport. Voilà, déjà une histoire de fou. Et ce club de sport, il vous propose un abonnement unique pour piscine, salle de muscu, cours de yoga, escalade, foot, paddle, bowling, karaoké, etc. Et du coup, vous payez 300 € par mois. Super. Alors que vous voulez juste vous inscrire à la salle de muscu ou à la natation, mais faire un seul des trucs. Et ben c'est exactement ça, associé au code. Un mauvais exemple très simple d'un contrat d'une classe beaucoup trop grosse, c'est par exemple Sport Club Member, la classe abstraite, qui a 3 méthodes, swim, lift weight et do yoga. Sauf que demain, si on veut créer un swimmer et qu'on va le faire hériter de cette classe abstraite-là, il va être obligé de savoir faire les 3, c'est-à-dire d'avoir les 3 méthodes. Sauf qu'un swimmer, il a juste besoin de swim, de nager en français. Voilà, je suis un peu anglais, je me trompe des fois, bon, je suis désolé. Donc, comment on fait? On va faire des interfaces très petite. On va faire du coup du code plus propre, une meilleure maintenance, une meilleure flexibilité. On va réduire le couplage qu'il y a entre les interfaces et leurs sous-classes. On va créer une interface de nageur. Et l'interface de nageur, elle a juste besoin de savoir nager. Du coup, on peut créer un nageur qui respecte l'interface d'un nageur. Un nageur n'a pas besoin de savoir soulever des poids ou de faire du yoga, même si c'est possible. Dans ce cas-là, on pourra peut-être faire de l'héritage multiple, mais on va essayer vraiment de réduire au maximum le contrat de nos interfaces. Donc on va vraiment, au lieu d'avoir une interface géante, plein de petites, c'est pareil, c'est un peu le single responsibility. Et ce que ça permet, c'est par exemple aujourd'hui d'avoir une interface reader qui va avoir une méthode read, et dedans on va pouvoir mettre des objets qui vont savoir lire dans du S3, dans du bucket, dans une table, dans une base MongoSQL, dans une base NoSQL, enfin MongoDB je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la méthode read, on pourra utiliser cette méthode-là pour plein d'objets différents qui font plein de choses différentes, mais elles ont une interface commune. Le cinquième et dernier principe, là on n'en peut plus, c'est le D, le principe d'inversion des dépendances. Exemple très concret, très simple, la machine à café et les capsules. La machine elle va représenter le module de haut niveau. Elle n'a pas besoin de connaître les détails des capsules et les capsules vont représenter nos modules de bas niveau, vous allez comprendre. En gros, la machine, elle sait juste qu'elle doit percer la capsule et faire couler de l'eau chaude à travers. Et ça fait du café. Pas besoin de savoir plus. Et les capsules, elles respectent toutes une certaine forme, un fonctionnement standard. Donc un contrat, on va dire une interface. Vous pouvez donc changer de saveur, de capsule, sans avoir à changer de machine
Et inversement, la machine peut évoluer sans rendre nos capsules obsolètes. Et bien c'est pareil dans notre code. On a une grande classe de haut niveau qui va utiliser des objets plus petits, donc de bas niveau. Mais tant que ces petits objets respectent le même contrat, ont la même interface, et ben ça va marcher. Ça va pas foutre en l'air notre code. On va pas devoir créer un grand module de haut niveau à chaque fois qu'on a un autre petit module de bas niveau. Sinon, si on aime 5 types de café, on devrait avoir 5 machines à café, tout simplement. Donc pour reprendre la machine à café, on a ici le module de haut niveau et les deux modules de bas niveau. Donc la capsule à expresso qui est une méthode brew et la capsule à cappuccino qui est une méthode brew. Pour la machine à café, donc le module de haut niveau, elle va avoir deux méthodes, brew expresso, brew cappuccino. Et là, on ne respecte pas le principe d'inversion des dépendances. Parce que notre machine à café, on va devoir lui créer une méthode à chaque fois qu'il y a une nouvelle capsule qu'on veut brew. Et ça, c'est pas bon, c'est pas clean code. Comment on fait? On crée une capsule interface tout simplement, donc juste une méthode brew, à laquelle on va créer des sous-classes, donc la capsule à expresso et la capsule à cappuccino, qui vont hériter elles-mêmes du coup de la méthode brew. Et la machine à café, notre module de haut niveau, va tout simplement prendre n'importe quel type de capsule en input, et lorsqu'on va lui demander de brew, elle va appeler la méthode brew de cette propre capsule qu'elle a en elle-même. C'est pas sa responsabilité, mais elle fait confiance à l'interface. Donc ça veut dire qu'elle sait que cet objet aura la méthode brew adéquate. Ça ressemble beaucoup à OpenClose, au Single Responsibility. Évidemment, ça se regroupe un peu ces 5 principes, je trouve, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Et voilà, du coup, c'était ça, les 5 principes solides du clean code pour savoir si on fait du code propre. Mais en vrai, on n'a pas besoin de tous les comprendre. Le plus important, c'est le single responsibility. Je vous le dis, c'est honnête, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Et de toute façon, quand on fait du code dégueulasse, on le voit très très vite. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez une meilleure vision des principes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Évidemment, si ce n'est pas le cas et que cette vidéo a été inutile pour vous, n'hésitez pas à faire pareil, hein, un petit like, s'abonner, ça fait toujours plaisir quand même. Ça fait même plaisir de savoir que ça ne sert à rien parce que ça veut dire que vous saviez déjà tout simplement. Merci à vous.